S'il y a bien une optique qui a fait couler beaucoup d'encre et dont on a beaucoup parlé l'année passée chez Fujifilm, c'est ce fameux 50 mm 1.0. Je vous donne mon avis sur cet objectif juste après ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je m'appelle Karim, je suis photographe de portrait et de mode et j'expose principalement mon travail sur Instagram, mon compte Instagram EKS Création. Vous pouvez trouver le lien juste ici en bas de la vidéo. Allez voir ce que je fais, ça me ferait super plaisir. Et si vous aimez la photo, je suppose que c'est pour ça que vous êtes là, le portrait, la mode, si vous aimez échanger des trucs et astuces sur la pratique de la photo et si vous aimez Fujifilm, la marque que j'utilise au quotidien, eh bien alors cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Merci de soutenir cette petite chaîne et n'hésitez pas non plus à abuser des pouces bleus, ça aide au référencement. Encore une fois, merci à vous. Aujourd'hui donc, on va parler d'un objectif bien particulier, c'est le 50 mm 1.0 que Fujifilm a sorti l'année passée, donc en 2020. J'ai eu l'occasion de le tester pendant plusieurs semaines avec un modèle prêté par Fujifilm Belgique, merci à eux. Pourquoi cet objectif est si particulier? C'est un objectif de portrait bien entendu, mais c'est surtout une optique qui ouvre énormément à 1.0 et c'est juste unique dans le monde de l'APS-C. Je pense que Fujifilm a voulu frapper fort, montrer vraiment sa prouesse technique. On sait l'excellence de chez Fujifilm dans la qualité de leurs optiques. Maintenant, voilà, c'était vraiment un énorme défi d'arriver à faire un objectif de cette ouverture-là en gardant leur qualité optique. Pour la petite histoire, ça fait longtemps qu'on sait que Fujifilm travaillait sur une optique à ouverture 1.0. À la base, ils travaillaient sur un 35 mm et pour des raisons techniques, ils sont passés pendant le développement à 50 mm. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait déjà un peu peur. Je me suis dit déjà que techniquement, ils avaient peut-être du mal à aboutir à quelque chose de parfait. Puis quand j'ai su que c'était à 50 mm une vraie optique de portrait, j'ai eu également quelques craintes par rapport à la concurrence. Ok, on est sur de l'APS-C, mais il faut savoir que des grandes ouvertures comme ça existent déjà chez Leica ou chez Nikon et on est sur des objectifs à plusieurs milliers d'euros. Donc, on pouvait vraiment penser que Fujifilm allait s'embarquer là-dedans sur de l'optique ultra premium et assez chère. Ma deuxième crainte et ma deuxième interrogation quand ils ont annoncé que c'était à 50 mm, c'était sa place sur la gamme Fujifilm. En effet, vous savez, comme j'aime et comme la plupart des portraitistes fugistes ont ce petit crush, ce petit coup de cœur pour ce fameux 56 mm 1.2 qui n'est pas exempt de tout défaut. J'ai fait un test sur 56 mm, mais on l'aime par son bokeh crémeux et par ce qu'il apporte au portrait. Et on vient nous rajouter à 50 mm 1.0 qui vient en frontal concurrencer ce 56 mm dans la même gamme, fabriquée par la même marque. Alors, est-ce que ce 50 mm ne fait pas double emploi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler pendant toute cette vidéo, je vais évidemment vous donner mon avis sur ce 50 mm de façon la plus détaillée possible. Comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas un test clinique, puisque je suis toujours sur du ressenti, sur l'utilisation en portrait et en photo de mode. Donc, je vais vous parler vraiment de mon ressenti d'utilisation sur ce type de photo après plusieurs semaines d'utilisation et des tests cliniques vraiment à sa sortie. Il y a des grands sites de tests qui l'ont déjà fait et qui l'ont très bien fait. Je vous invite à aller voir sur Internet si vous voulez vraiment avoir des chiffres laboratoires. Donc ce 50 mm, le voici. Il est assez imposant. On verra surtout quand on va le comparer à ses frères, grands frères ou petits frères de la gamme. Il est pratiquement impossible de tester ou de vous donner un avis sur le 50 mm sans le comparer au 56 parce qu'ils sont vraiment côte à côte. La question va toujours se poser. Que vous soyez déjà possesseur du 56 mm 1.2, vous allez vous demander si ça vaut la peine d'investir dans le 50 mm 1.0 et si vous n'avez aucun de ces deux objectifs, la question va se poser, est-ce que je prends le 56 mm ou est-ce que je prends le 50 mm? Sachant qu'on passe d'un objectif, le 56, à environ 900 € à un objectif à plus de 1500 € sur le 50 mm 1.0. Donc il y a vraiment une grosse différence de prix, donc il y a un investissement à faire. Est-ce qu'il se justifie? Ça aussi, on va le voir dans cette vidéo. Donc oui, ce 50 mm, il est sorti à 1599 €, ce qui est un prix relativement bas, même très bas par rapport à ses caractéristiques techniques. Donc là aussi, on va voir si on a vraiment genre le super rapport qualité-prix imbattable ou si justement on a fait des concessions sur la qualité optique pour arriver à un prix de 1599 € qui est un prix très raisonnable, je le répète, par rapport à sa fiche technique. Donc le 56 mm, on peut le mettre juste à côté, le voici. On voit déjà la grosse différence
au niveau du gabarit. J'ai ici une petite fiche comparative, on peut regarder ici sur le PC. Donc ici on a à gauche le 50 mm 1.0 et le 56 1.2. Donc comme vous pouvez le voir là-bas, il y a déjà une énorme différence de taille et de poids. Donc le 50 mm ici fait 545 grammes, on a 405 grammes sur le 56 mm 1.2. Donc on a déjà du simple au double au niveau du poids. Et alors au niveau de la taille, c'est pareil puisque on a un objectif qui fait 69 mm de haut sur le 56 mm et il fait 103 mm de haut le 50 mm 1.0, donc il est beaucoup plus grand. Au niveau également du diamètre, on voit vraiment qu'on a des objectifs qui sont pas du tout du même gabarit. On a ici un 77 mm de diamètre au niveau de la taille du filtre et on a ici un 62 mm de diamètre. Donc on a vraiment des gabarits qui sont pas du tout les mêmes et effectivement monter sur un appareil photo, ça peut faire aussi une énorme différence. On a déjà des petites différences qui vont peut-être justifier cette fameuse différence de prix entre les deux. Bon, la première chose, évidemment, c'est l'ouverture. On verra ce que vous apportent les différences entre 1.0 et 1.2 de façon concrète sur le terrain quand vous faites des photos. Il y a des différences, ça va vous apporter quelque chose. Est-ce que ça vaut la différence de prix? Encore une fois, on y répondra à la fin de la vidéo. Et il y a aussi d'autres choses au niveau de la fabrication. Déjà, la première chose, c'est que ce 50 mm est tropicalisé. Le 56 ne l'est pas, ça c'est important. Et donc, on a un objectif qui est en tout cas plus résistant aux intempéries. C'est important quand on est un photographe d'extérieur, par exemple comme moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence dans mon choix. C'est avoir un objectif tropicalisé. Pour le reste, on a quand même aussi pas mal de similitudes, à savoir déjà que la distance minimum de mise au point est identique sur les deux, c'est 70 cm sur les deux. Si évidemment on fait le rapport en plein format, on a un 85 mm sur le 56. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on avait cette focale assez particulière 56 mm quand ils l'ont sorti. C'était pour vraiment aller rivaliser avec les 85 mm plein format. Celui-ci, c'est un peu plus hybride, c'est le cas de le dire, puisqu'on a un équivalent 76 mm là-bas. Maintenant, on reste quand même dans cette gamme, dans cette tranche de 85 mm plein format, il reste quand même dans la même gamme, ce 50 mm bien entendu. Alors, durant cette vidéo, je vais évidemment parler et isoler, puisque c'est quand même le sujet de la vidéo, les performances du 50 mm, et puis je le mettrai en relation par après avec son grand frère, puisque c'est son aîné, le 56 mm 1.2, chaque fois pour voir si vraiment on a un cap et si on a vraiment sauté une étape avec la sortie de ce 50 mm 1.0. Chose intéressante aussi, j'avais fait une vidéo comparative pour savoir qui était le roi du portrait. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs chez Fujifilm entre le 56 et le 90. Deux objectifs que j'adore, le 90 pour son piqué, je le rappelle, et le 56 plutôt pour son bokeh. Et donc le 90 que voici, on voit déjà que là, on a un objectif qui est plus ou moins de la même hauteur, un petit peu moins large. Je pense qu'on est sur le même diamètre 62 mm que le 56 sur le 90, mais par contre, il est aussi haut que le 50. Je ferai une micro-comparaison avec le 90, en tout cas quand on abordera le piqué, voir si dans des ouvertures équivalentes, ce 1.0, cet objectif 1.0, quand on le ferme à 2.0 ou à 2.8, est-ce qu'il vient titiller la gamme F2 qui est quand même la gamme la plus piquée de chez Fujifilm? Est-ce qu'il arrive à venir titiller ça? Ça pourrait aussi expliquer ce cap et la sortie d'une nouvelle version de 50 mm à ce prix-là. Bon, alors maintenant, on va voir ce que cet objectif a dans le ventre, vraiment, sur des photos prises avec lui à différentes ouvertures. On va le voir, surtout sur le piqué. On va pouvoir voir l'évolution du piqué selon l'ouverture de l'objectif. Et inévitablement, comme je vous l'ai dit, puisque son ombre plane au-dessus, on le comparera au 56 mm dans des ouvertures équivalentes pour voir si vraiment il y a eu une amélioration et si on a un vrai gain de piqué avec ce 50 mm f1. Et puis, on verra aussi, quand on va passer le f2 par rapport au 90 mm f2, qui lui est vraiment le roi du piqué, ça c'est clair. En tout cas, toute la gamme f2 est vraiment plus piquée que la gamme 1.4 ou 1.2 chez Fujifilm, on le sait. Voir un peu si cet objectif premium, donc à partir de f2, arrive à rivaliser ou en tout cas titiller le 90 mm f2. Ça peut être intéressant également. Donc on se retrouve ici sur Lightroom. Alors je vais évidemment d'abord mettre un contexte à ces photos. Ce sont des photos avec réglage de boîtier. Il n'y a évidemment aucune retouche dessus. Elles sont toutes en 160 ISO pour garder la meilleure qualité possible sur la photo. Elles sont prises avec un X-T4 avec la reconnaissance du visage et des yeux. Ça, c'était pour voir aussi, pour tester la précision de l'autofocus d'un objectif à l'autre que je l'ai activé. Et il y a la stabilisation également qui est activée sur le X-T4. Là, on est dans des vitesses relativement hautes, donc ça n'aura pas d'importance. Mais on verra que sur certaines photos, quand on coupe la stabilisation et cette grande ouverture, ça peut nous aider. On le verra sur d'autres types de photos.
Donc ici, les photos de Marjorie. Donc on a une photo prise au 50 mm, comme vous pouvez le voir, en f1. Et cet objectif m'a directement rassuré sur sa qualité en très grande ouverture, parce que comme vous pouvez le voir, c'est relativement très bon en f1. Évidemment, on n'a pas un piqué qui punch, qui envoie du lourd. Sur du f1, ce serait quand même un peu compliqué, mais en tout cas, on a quelque chose de directement exploitable, et ça fait plaisir. On a un joli détachement du sujet, donc le f1 fait vraiment son travail. Et si on zoome encore un petit peu plus, voilà, on voit quand même qu'on a quand même du détail même dans le visage. Donc pour du f1, franchement, c'est relativement pas mal. C'est même relativement bon. On voit qu'on est dans une optique premium. Si on avait du f1 dans de l'optique milieu de gamme, ce serait directement plus compliqué. Et là, on a quelque chose de vraiment, vraiment très bon, une belle finition optique. Ok, maintenant, on va voir sur ici du f2.2, comme vous pouvez le voir. On voit de toute façon qu'en fermant le diaphragme, on va gagner en détail. Donc voilà, on a encore quelque chose d'encore plus piqué, d'encore plus détaillé. Là, vraiment, on commence à avoir quelque chose qui est vraiment premium. Le F1, c'était bon et va surtout nous faire gagner du bokeh et de la luminosité. Mais si on veut vraiment du piqué, ben là, dès qu'on passe le F2, on l'a tout de suite. On est sur de l'objectif haut de gamme, du vrai objectif portrait. Donc, on peut être vraiment satisfait déjà en f2.2. Et alors, la photo d'après, celle-ci, c'est du f2.8. Il faut savoir que le 2.8 est l'apogée du 50 mm f1. Quand il est en 2.8, c'est là qu'il va vous donner le meilleur résultat et le meilleur piqué. On a vraiment quelque chose d'excellent. On n'a plus aucun défaut, ni ici au contour des cheveux, etc. C'est vraiment, vraiment très, 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 très bon. Donc voilà, c'est un vrai objectif de portrait qui va nous apporter de la qualité, qui va vraiment vous permettre de travailler dans des grandes ouvertures pour avoir une qualité très haut de gamme. Et vous pouvez vraiment faire du shooting pro avec sans aucun problème. Maintenant, la question est de savoir si dans ces ouvertures-là, il est largement meilleur que le 56. Le 50 mm vient vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment marcher sur ces plates-bandes. Donc, est-ce qu'on a vraiment un véritable gain par rapport au 56 mm? En tout cas, au niveau du piqué, on sait que le 56 mm, c'est pas son fort. Il est relativement mou, soft. On a vu que le 50 mm est soft lui aussi dans sa très grande ouverture en 1.0, mais qu'il est quand même relativement bon. Ici, nous avons à gauche le 50 mm, notre photo témoin en 1.0, et puis à droite, nous avons le 56 mm en 1.2, et on va voir vraiment si le 50, il y a vraiment un gain de piqué. Je vais zoomer sur notre 56 ici, et nous allons zoomer ici sur notre 50 mm. Alors, j'espère que ça se voit bien sur YouTube, mais effectivement, il y a un gain de piqué sur le 50 mm. C'est pas criant, on ne se prend pas une claque avec ce 50 mm si on a eu l'habitude d'utiliser le 56, mais alors qu'il est à ouverture plus grande, en f1 et l'autre en f1.2, on a quand même une différence de piqué. Il est plus piqué, le 50 mm. On le voit dans les détails de peau, etc., dans le contour des yeux. C'est quand même quelque chose d'encore plus performant. Si je rezoome encore un petit peu, on va le voir ici, et que je prends le confrère là-bas. Voilà, l'œil est un petit peu plus net ici sur le 50 mm. Sur le 50 mm que sur le 56, j'y retourne, voilà, on le voit ici, on a un peu plus de détails, ça reste soft des deux côtés, ça marche, on est sur des très grandes ouvertures, mais voilà, il y a eu une amélioration sur le 50 mm. Maintenant, il faut quand même préciser que quand on est sur la photo en taille normale, comme tout le monde va la regarder en fait, c'est comme ça qu'il faut se le dire, on n'a pas un énorme cap de différence. On a vu en zoomant qu'on a un meilleur détail sur le 50 mm en pleine ouverture, mais on ne se prend pas une claque monumentale non plus par rapport au 56. Donc le 56 mm, je vous ai directement zoomé pour la différence en 2.8. Vous voyez que c'est vraiment excellent sur le 50, il est vraiment à son apogée. C'est un petit peu plus flou sur le 56, mais qui se débrouille franchement pas mal. Il y a donc encore une fois une différence, mais elle n'est pas encore une fois criante. On a toujours un meilleur appareil, un meilleur objectif qui a été mieux fini, qui est plus récent, donc qui profite des dernières technologies, qui a été mis au point vraiment pour gagner en piqué. Ça se voit, le travail paye, mais encore une fois, sur une photo 100%, sans zoomer,
je suis pas sûr qu'on verra une énorme différence, même en 2.8. Dernière chose, évidemment, on va comparer ce fameux objectif en 2.8, le 50 mm par rapport au 90 mm, le piqué killer. Donc le 90 mm également mis en 2.8. Et là, par contre, il y a pas match. Le 90 mm, ici, vous voyez à l'œil et tout, il est beaucoup plus piqué. J'ai vraiment beaucoup plus de détails. Donc, ce 50 mm joue plutôt dans la catégorie des grandes ouvertures. Il va plutôt aller concurrencer les piqués des objectifs 1.4 et 1.2 avec le 56. Mais la gamme F2 reste quand même la reine du piqué chez Fujifilm, ça c'est clair. On a une amélioration donc du piqué, hein, pour conclure sur ce 50 mm par rapport à ce prédécesseur, le 56. Effectivement, même dans des très grandes ouvertures, en F1, il fait mieux que le 50 mm en 1.2, mais sur des photos 100%, on ne voit pas une différence énorme, ça c'est clair. Deuxième chose, évidemment, nous portraitistes qui vont nous intéresser, c'est le bokeh. On sait très bien que ce 50 mm est un objectif qui va pouvoir énormément détacher le sujet de l'avant et de l'arrière-plan. Là-dessus, on peut lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Puis il y a cette deuxième notion qui est parfois plus subjective, qui est vraiment la qualité du bokeh. On peut surtout le mesurer sur des sources de lumière, des points de lumière, voir si elles sont bien rondes, s'il n'y a pas trop d'aberrations, etc., si c'est plutôt doux ou plutôt dur au niveau du bokeh. Vu que 50 mm vient se positionner juste à côté du 56 et que le 56 c'est vraiment là par contre son gros point fort, on va voir si notre 50 mm fait mieux ou pas. Je suis ici donc sur le 50 mm et il est en 1.0 on peut voir ici, donc ce qui nous intéresse ici plutôt c'est le bokeh, qu'on a un bokeh qui est relativement arrondi, mais qui est vraiment plutôt dans des sources ovales. Donc, ce n'est pas très rond, surtout sur les sources les plus proches. On a de l'aberration chromatique. On y reviendra sur l'aberration chromatique. Moi, je peux déjà vous dire que sur un objectif de ces grandes ouvertures, c'est pratiquement inévitable. Maintenant, est-ce que c'est handicapant ou est-ce que ça pique aux yeux? Ça, c'est une autre question. Ici, il y en a, mais quand je regarde encore une fois la photo de manière générale, c'est pas non plus à vomir. Hein. Donc voilà, on a un peu d'aberration chromatique, mais c'est tout à fait normal dans ce type de très grande ouverture. Et donc, si on compare justement au 56 qui est ici à droite, le bokeh du 56, il est un petit peu plus rond, il est moins en ovale que sur le 50 mm. Maintenant, ici, j'ai un petit peu plus, vous voyez, de défauts optiques sur le 56. Que j'ai sur le 50, qui n'en a pas, un tout petit peu ici, vous voyez, à gauche, mais il y en a beaucoup. J'ai l'impression de regarder des bactéries au microscope. Le 50 n'en a pratiquement pas, et l'aberration chromatique, vous voyez, vous en avez également. Sur le 56, c'était déjà un problème du 56 en pleine ouverture, parce qu'on est en 1.2 et que c'est tout à fait normal. Maintenant, quand on regarde les deux en taille normale, en 100%, le 50 mm a un bokeh qui est effectivement un peu plus ovale que le 56 mm. Maintenant, il est un petit peu plus propre au bokeh, même si j'adore toujours le bokeh du 56. Encore une fois, le bokeh du 50 mm 1.0 en pleine ouverture est, selon moi, légèrement meilleur. Voilà une autre photo que j'ai prise dans d'autres circonstances, de lumière ambiante, et où il y avait plus de lumière. Donc là, on peut voir que le bokeh est vraiment très agréable à regarder sur le 50. Donc oui, encore une fois, le bokeh était magnifique et est toujours magnifique sur le 56. Ça a été légèrement amélioré sur le 50. Je vais rester sur cette série-là de photos qui va aussi nous apprendre autre chose. C'est le gain qu'on peut avoir sur un objectif 1.0 par rapport à un objectif 1.2 dans vraiment la pratique de la photo. Donc on le sait sur le papier, le 50 mm 1.0 fait gagner 2/3 de stop par rapport au 50 mm 1.2, ce qui fait qu'en fait, vu qu'on fait rentrer plus de lumière, ça va permettre de ne pas devoir descendre dans des vitesses aussi basses qu'avec le 1.2 dans des circonstances difficiles, dans des circonstances assez sombres, ou de monter trop en ISO, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, hein, on peut jouer sur les deux, ça va permettre en tout cas de gagner sur votre qualité photo dans les basses lumières, ça c'est certain. La première chose qui est intéressante ici, j'ai laissé les ISO à 160, je les ai mis tous les deux en pleine ouverture, donc je les ai bloqués à f1 d'un côté, donc à gauche, et à f1.2 pour le 56 à droite, et j'ai regardé l'effet que ça avait sur la vitesse, voir ce qu'on gagnait en vitesse. Évidemment, la seule donnée que l'appareil peut alors modifier à ce moment-là, c'est la vitesse, et pour essayer de gagner en lumière. Et on voit que pour la même photo,
Le 50 mm se met en 1/35 de seconde, alors que le 56 mm se met en 1/20 de seconde. Donc on passe d'1/20 de seconde à 1/35 de seconde. Donc effectivement, ce cap de 1.2 à 1.0 vous fait réellement gagner de la vitesse. Si vous retournez voir mon test du XT4 sur la stabilisation, si vous couplez ce gap, ce gain en vitesse avec la stabilisation 5 axes du XT4 par exemple, du XS10 ou d'autres, eh bien ça vous permet de faire beaucoup plus de photos à main levée sans flou de bouger qu'avec le 56 mm 1.2. Le 50 mm 1.0 va vous permettre de monter plus en vitesse et d'avoir moins de flou de bouger. C'est déjà une première donnée qui va vous permettre de gagner en qualité photo. Alors pour le deuxième test, j'ai voulu voir ce qu'on pouvait gagner en sensibilité ISO, puisque ça aussi, plus on monte en sensibilité ISO, plus ça va provoquer du bruit, comme vous le savez très bien, et donc ça va détériorer la qualité de votre photo. Donc autant éviter de devoir monter trop haut. Donc là, j'ai bloqué la vitesse, je les ai mis tous les deux en 1/125e, tous les deux bloqués évidemment sur leur plus grande ouverture f1 et 1.2, et on va pouvoir constater ce qu'on gagne alors en sensibilité ISO. À gauche, vous avez ici le 50 mm 1.0 et vous voyez que quand il est bloqué à 1/125e en f1, il est en ISO 640 qui est une sensibilité sur des appareils comme le XT4 qui est franchement très raisonnable et qui permet de garder la vraie qualité photo. Et pour la même photo, juste ici à droite, en 1/125e, en 1.2, ici le 56, eh bien l'appareil, pour faire la même photo et garder la même luminosité, il doit monter à ISO 1000. Et donc là, on a une détérioration vraie de la photo, puisque vous savez, quand on passe la barre des 800 ISO, on voit vraiment une détérioration de la photo. Et bien là, c'est le cas, on passe le cap de l'un à l'autre, donc on perd vraiment en sensibilité. Quand vous êtes totalement en manuel, le fait de gagner ces fameux 2/3 de stop va vous permettre de jouer sur votre ISO et votre vitesse pour essayer d'avoir la meilleure photo possible. Bref, vous êtes un peu plus confort dans des conditions de lumière difficiles avec le 50 mm 1.0 qu'avec le 1.2 qui déjà, je vous rappelle, le 1.2, vous avez gagné énormément là-dessus également par rapport à la gamme 1.4. Pour ce qui est de l'autofocus, est-ce qu'on y gagne vraiment avec ce 50 mm? Que ce soit clair, c'est une optique de portrait, il est fait pour des cibles qui sont en mouvement lent ou pas en mouvement du tout, donc vous n'allez pas aller faire des photos d'un match de foot avec votre 50 mm 1.0, que ce soit clair tout de suite. Maintenant, Fujifilm avait annoncé qu'ils avaient amélioré l'autofocus et que dans cette gamme-là, donc de très grande ouverture, c'était l'autofocus le plus rapide du marché. Je pense que ça se vérifie. Effectivement, il est très rapide et il accroche très bien. Et alors, la détection de visage et des yeux est également meilleure que sur le 56. J'ai eu quelques petites ratées un peu plus souvent sur le 56 qu'avec le 50 mm. Donc, il accroche mieux. Maintenant, on a toujours ce problème, le même problème qu'avec le 56, c'est qu'on a un peu ce côté diesel là, qui patine. Si vous retournez voir la vidéo que j'ai faite de comparatif entre le 90 et le 56 mm, le 90 accroche tout de suite, le 56 toujours patine d'avant en arrière. Et le 50, c'est toujours le cas, un peu moins que le 56, mais c'est toujours le cas. Donc le 50 mm va aussi patiner, on retrouve un peu le même souci qu'avec le 56, c'est juste qu'il va accrocher un petit peu plus vite. On sent constamment le déplacement de ce bloc optique et la façon dont l'objectif essaye de faire la mise au point avec un petit peu d'hésitation. Voilà, on sent vraiment que c'est une sorte de gros diesel qu'il faut déplacer, c'est assez lourd. Donc c'est normal que ça ne peut pas être vraiment de l'instantané parce qu'il y a tout ça à déplacer. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je pense qu'on n'a pas stabilisé cet objectif parce qu'il serait énorme. Alors si on avait dû rajouter encore en plus un moteur de stabilisation. Voilà une photo qui résume en fait tout ce qu'on vient de voir. Donc c'est une photo en 1.0. Donc on peut apprécier le bokeh en mouvement. Donc on peut apprécier sa mise au point et on va pouvoir apprécier également le piqué, donc on est en 160 ISO, donc on a quand même une photo qui est définie. Moi j'aime déjà beaucoup le résultat global de cette photo. Le bokeh est vraiment magique, donc la lumière était arrière et passait à travers une sorte de cerisier japonais, donc c'était vraiment très joli. On voit également que c'est assez détaillé et piqué, donc il n'y a pas de souci. Je vous rappelle qu'on est en f1, donc on ne faut pas s'attendre non plus à piquer de dingue, mais c'est franchement plus que correct. Et alors l'aberration chromatique est franchement acceptable. On a des petits contours, mais alors que je rappelle, la lumière vient de l'arrière. On a des petits contours. Maintenant, effectivement, la lumière est adoucie par l'arbre. Je suis bien d'accord. Je vais vous montrer après des photos où les conditions sont beaucoup plus difficiles, censées être beaucoup plus difficiles pour cet objectif. Mais c'est vraiment un point sur lequel j'ai été attentif, puisque j'ai regardé énormément de tests depuis la sortie de cet objectif, sur YouTube, sur Internet, j'ai lu pas mal d'articles, etc. Et ça revenait souvent, ces aberrations chromatiques, mais j'ai vu des exemples de cochons où je me suis dit, mais c'est pas possible de finir un objectif à ce prix-là comme ça. Mais en fait, moi, j'ai pas rencontré ce genre de problème, en tout cas pas autant. Il y en a évidemment de l'aberration chromatique, mais c'est franchement acceptable, je trouve. Donc voilà, regardez, le résultat général de la photo est vraiment bon.
Et justement, j'ai voulu pousser plus loin, donc j'ai fait vraiment des photos en golden hour et en résultat avec une lumière qui était vraiment arrière. Donc là, j'étais en pur backlight en fin de journée. Là, encore une fois, c'est des réglages boîtier. Vous allez voir, les photos sont un peu plus chaudes parce que j'ai réglé mon boîtier d'une autre manière pour avoir un autre type de simulation de pellicule. Mais c'est purement 100% de la sortie boîtier. Je voulais vraiment le tester dans ce dernier tranchement en F1 pour voir si on allait vraiment y perdre au niveau aberration chromatique et si la photo elle est inexploitable. Voilà la série, c'est une série avec Roman ici. Là, on est en pur backlight. Donc, on a ce joli halo de lumière qui est provoqué par cette très grande ouverture qu'on avait déjà avec le 56 Apo-A2, qui est énormément apprécié dans le monde Fuji. C'est le type de portrait qu'on adore faire avec Fujifilm parce que le matériel et les objectifs le permettent et on a un rendu qui est comme ça, qui est juste top, moi je trouve, avec ce joli bokeh, etc., comme on vient de le voir. Et alors effectivement, on a un peu d'aberration chromatique sur le côté, mais c'est plutôt un halo de lumière. Moi, je ne suis pas non plus extrêmement désespéré par cette aberration, j'en vois pas beaucoup. C'est franchement exploitable. Alors on est en ISO 640, donc on a un petit peu plus de bruit. Et puis effectivement, sur le boîtier, pour donner un look un peu pellicule, je renforce un peu le grain. C'est pour ça que vous voyez ce grain. Mais la photo générale, là voilà, elle sort du boîtier, elle n'est pas passée par un post-traitement ou quoi que ce soit. Et on a franchement quelque chose de très 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 joli. Pareil ici, donc toujours ce halo de lumière que j'aime beaucoup. Oui, effectivement, on a toujours ces contours là-bas, mais je trouve que l'objectif en F1 le gère vraiment pas mal du tout. Et on a encore ceci. Donc là, il n'y a rien qui adoucit la lumière. On est en plein coucher de soleil. Il est vraiment rasant à l'arrière du modèle. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cet objectif, il rend bien. Donc, moi, je n'ai pas eu ces aberrations catastrophiques que j'ai vues dans certains tests. Heureusement, ça va peut-être arriver. Mais comme vous le savez, je shoot généralement dans des très grandes ouvertures, donc je suis assez attentif à ça. Là, ça va. J'ai plus repéré des problèmes en F16 par exemple, où là on a vraiment des gros problèmes optiques dans tous les sens. La lumière elle est séparée en stries, c'est vraiment plus beau du tout. Oui, là quand on ferme à fond, mais de toute façon cet objectif n'est pas fait pour être utilisé en F16 selon moi. Là effectivement on a des soucis, mais en pleine ouverture, on a les défauts d'un objectif à pleine ouverture, mais qui en font aussi ses caractéristiques et c'est assez joli. Et si on compare, donc là, on a les mêmes conditions du même shooting, mais je suis passé alors avec mon 56 mm en 1.2 pour voir justement si c'était mieux ou pire. En fait, ça donne pratiquement pareil. Donc vous voyez ici le contour, etc. On a pratiquement la même chose. Donc voilà, moi même dans des conditions de backlight, cet objectif m'a donné satisfaction et je n'ai pas été vraiment déçu par le piqué en backlight ou les aberrations chromatiques de dingue. On a une petite perte de dynamique effectivement dans ces conditions de lumière-là. Donc, mais ça, dans le boîtier, vous pouvez le régler, vous pouvez régler vos contrastes, vos couleurs, etc. Moi, quand je sais que je vais shooter comme ça, j'essaye de booster un peu mes couleurs et mon contraste à l'avance sur le boîtier, parce qu'effectivement, vous allez avoir une perte de contraste, c'est sûr, mais quand vous shootez dans ce type de conditions, si vous avez fait vos pré-réglages à l'avance, vous savez, moi j'ai des pré-réglages vraiment pour le backlight et pour la fin de journée, je sais que je dois un peu rehausser mes contrastes, c'est logique, puisque je vais en perdre avec ce type de lumière. Ça a toujours été comme ça sur les objectifs de grande ouverture, avec le 56 à 1.2, j'ai l'habitude aussi. Donc voilà, mais avec mes réglages boîtier, voilà ce que ça donne, sans devoir faire du post-traitement. Et j'ai de la photo qui est vraiment de qualité. Donc voilà, pour conclure, c'est un objectif qui est vraiment haut de gamme, qui donne de super résultats. Le problème, c'est que dans la gamme Fuji, il y a déjà le 56 mm. Donc c'est un choix qu'il va falloir vraiment faire. Est-ce qu'il est meilleur? Il est légèrement meilleur sur tout par rapport au 56, sur le piqué, sur le suivi de mise au point, sur son bokeh. Effectivement, il y a une petite différence entre les deux, mais encore une fois, tout ça est fort minime. Et le prix à payer pour avoir ces petites améliorations, le voilà. Donc on a une énorme différence, il va falloir le transporter. Sur un objectif, c'est beaucoup plus lourd. Parfois, les gens choisissent d'utiliser des capteurs, des appareils en capteur APS-C pour garder de la compacité. Ici, on la perd, on a vraiment quelque chose qui s'approche du plein format. À voir si vous êtes prêt à investir là-dedans. C'est un très très bon objectif. Si vous n'avez pas le 56, effectivement, vous pouvez partir sur le 50 si vraiment ces petites améliorations vont vous aider, par exemple aussi dans des basses lumières, si vous voulez vraiment si vous voulez gagner ce fameux 2/3 de stop, effectivement, alors ce 50 mm pourrait vous aider, surtout couplé à la stabilisation comme on en a déjà parlé, et dans les grandes ouvertures, ça peut vous sauver sur certaines photos. Maintenant, si vous avez déjà le 56, c'est plus compliqué. Il y a peut-être une opération si vous voulez vraiment faire un upgrade, parce que c'est ça, c'est pas une révolution, c'est une sorte d'upgrade. Vous pouvez toujours revendre votre 56 pour acheter le 50, et là, vous pouvez peut-être avoir votre 50 mm aux environs de 1 000 € par exemple. Là, ça devient peut-être plus intéressant. Maintenant, voilà, c'est à voir encore une fois, coût investissement, c'est quelque chose de personnel. Vous ne ferez pas un mauvais achat en achetant ce 50 mm à 1.0, pas du tout. Vous gagnez en plus la tropicalisation, comme je l'ai dit.
Voilà, tout ce que j'espère maintenant, c'est peut-être avoir une nouvelle version de ce 56 avec les améliorations du 50, voire peut-être encore mieux. C'est peut-être ce que Fuji aurait dû faire depuis le début. Pourquoi pas avec de la tropicalisation sur le 56, déjà ce serait pas mal. J'espère pas avoir de la stabilisation sur le 56 mm parce qu'on risque d'avoir quelque chose de plus volumineux, de plus gros. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils n'ont pas mis non plus sur le 50. Donc voilà, mais peut-être améliorer la qualité optique, l'autofocus et la reconnaissance des yeux, des visages, des choses comme ça sur le 56. Sur une version 2, je partirais plutôt sur une nouvelle version du 56, je vais garder mes sous et attendre la nouvelle version du 56 plutôt que d'investir dans le 50. Excellent objectif, encore je le dis. Le problème, c'est qu'il sort dans une gamme où il y a déjà un autre excellent objectif sur exactement le même segment. Donc ça devient compliqué de faire de se faire sa place. Ce 50 a marqué les esprits parce que techniquement, on voit ce que Fuji est capable de faire. Donc on en parlera encore et c'est un objectif que beaucoup de gens achèteront pour cette prouesse technique, j'en suis sûr. Voilà mon avis sur ce 50 mm. Un très très bon objectif, mais est-ce qu'il vaut la différence de prix avec le 56? J'en suis pas sûr. Peut-être revendez votre 56 pour acheter le 50 si vous le voulez vraiment. Si vous n'avez aucun des deux, voyez ce que vous voulez investir, mais pour la différence de prix, à votre place, j'investirai toujours dans le 56 où j'attendrai une nouvelle version de celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre des petits pouces bleus, ça aide au référencement, je le répète. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Instagram, EKS Création, le lien est en dessous de la vidéo. D'autres vidéos arrivent encore sur Fujifilm, sur le portrait, sur la photo. Plein de choses arrivent encore dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci de me suivre, à très bientôt, salut!